D'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, la présentation sera axée, donc, comme monsieur vous l'a dit, sur le plan financier. Donc avant de reparler du plan financier, on va remettre un petit peu le point au niveau du plan d'affaires, hein, pour que vous puissiez aussi comprendre l'utilité aussi d'analyser votre marché et tous les éléments qui y a à faire, pardon, pour justement pouvoir savoir quelles sont les données financières à inclure dans votre plan financier. Et puis après, on passera aux questions-réponses. Alors, donc pour remettre un petit peu le contexte, donc au niveau du plan d'affaires qu'on appelle aussi business plan, donc pourquoi c'est quoi un plan d'affaires? Donc, c'est un document qui reprend l'ensemble de vos objectifs et de la stratégie de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose de super important qu'il faut établir avant le lancement, que ce soit en personne physique ou en société, pour justement poser un peu le cadre, hein, voir un peu où on se situe. Alors, pourquoi en faire un? Comme je vous disais, c'est super important. Ne serait-ce que déjà, dans un premier temps, c'est de structurer votre projet, d'avoir une vision globale de votre future activité. C'est aussi un outil de travail au quotidien. Pourquoi? Parce que voilà, ça vous permet de voir en fonction de vos personas, de votre segmentation clientèle, est-ce que c'est toujours en adéquation par rapport à ce qui se passe au niveau, sur le terrain, et puis pour la partie chiffrée au niveau du plan financier. Vous allez voir aussi que ça sert grandement au quotidien pour voir un petit peu où on arrive par rapport à ce qu'on a prévisionné et par rapport aux données réelles des rentrées et des sorties. Mais pas que, puisque fatalement, si vous avez dans l'objectif de vraiment lancer votre entreprise, votre plan d'affaires, il servira aussi à convaincre les banquiers ou éventuellement les autres investisseurs, hein, il n'y a pas forcément que des banques, et même parfois aussi d'autres associés ou pourquoi pas certains fournisseurs, pour justement montrer la viabilité et le potentiel de votre activité. Et enfin, voilà, le plan d'affaires est aussi un document indispensable pour la constitution de certaines sociétés. Alors, je ne sais pas si dans vos cours, vous avez déjà vu cet aspect-là, différentes personnes physiques et sociétés. Si jamais il y a des questions, j'ai laissé aussi en fin de présentation une petite annexe pour faire un petit rappel au niveau des différents statuts. Mais donc, il faut savoir que pour tout ce qui est SRL, société anonyme et société coopérative, vous êtes dans l'obligation d'avoir, à la base, c'est un plan financier, mais vu le nouveau changement au niveau des codes des sociétés, on parle plutôt de plan d'affaires parce qu'on demande à ce que le plan financier y ait une présentation. Il y a également les hypothèses de travail qui vous ont permis de constituer votre chiffre d'affaires et de voir aussi quelles sont vos charges inhérentes à l'activité. Et donc, en gros, on peut appeler ça un plan d'affaires et pas uniquement un plan financier, puisque tous les éléments d'analyse devront être présentés au niveau des chiffres aussi chez le notaire pour constituer ce type de société. Ça va? Donc, au niveau du plan d'affaires, donc deux grandes parties. Et puis, on s'attardera vraiment sur la partie financière, mais un petit rappel au niveau de la partie rédactionnelle. Le tout, au niveau de la partie rédactionnelle, c'est de vous présenter. Vous dire, voilà, vous êtes à combien dans le projet, quelles sont vos motivations, pourquoi vous en êtes venu à arriver à ce projet-là, quelles sont vos compétences, mettre en avant aussi la synergie de vos compétences, hein, si vous êtes à plusieurs dans le projet. Ensuite, c'est de détailler votre projet. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez proposer? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? À quel besoin ça répond? Et puis ensuite, vous avez toute l'analyse au niveau de votre marché, de votre produit, de savoir voilà, si c'est un service, si c'est un produit, donc comme je disais, à quel besoin ça répond, qui sont vos fournisseurs, qui sont vos clients, quelle est la concurrence dans le domaine. En fonction de la concurrence aussi, de déterminer un peu votre zone de chalandise en fonction du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez vous lancer et de voir aussi voilà, l'importance de la localisation de votre emplacement commercial. Donc, si je réponds un petit peu rapidement au niveau des points produits ou services, fatalement, il faut que vous puissiez présenter un produit ou un service qui répond à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, pas de client, pas de rentrée financière. Donc, c'est là qu'il y a c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Après, au niveau des fournisseurs, pourquoi c'est super important aussi de prendre contact avec les fournisseurs? Les fournisseurs, ça a des impacts au niveau de la gestion de votre trésorerie, sur la gestion de votre stock et sur votre organisation aussi. Par exemple, je vais prendre, imaginons, vous êtes ouvert du lundi au samedi, vous n'avez peut-être pas d'autres personnes qui puissent vous donner un coup de main dans votre magasin. Le problème, c'est que le dimanche, votre fournisseur est fermé, donc
au niveau de votre organisation, vous allez devoir obligatoirement prendre congé ou essayer de trouver une autre alternative pour pouvoir aller vous approvisionner en marchandises. Au niveau de la gestion de votre trésorerie, ce qui peut être aussi important, c'est de savoir, OK, est-ce que c'est paiement comptant? Est-ce que c'est paiement 30 jours, 60 jours après facture? Ça a une incidence sur la gestion de votre trésorerie. Et au niveau de la gestion du stock, ça aussi, est-ce que le fournisseur est à même de vous livrer plusieurs fois par semaine ou est-ce qu'il faut absolument 1 à 2 semaines pour être livré? Est-ce qu'il y a aussi des minimums de commandes, des conditions particulières à respecter? Tout ça est à prendre en considération pour déterminer aussi bien la partie qualitative que la partie quantitative de votre plan d'affaires. Ça va? Ensuite, le point clientèle, ça, super important. Comme je le disais, si vous n'avez pas de clients, pas de rentrée financière non plus. Donc, la base aussi, c'est de vraiment déterminer qui sont vos clients potentiels, quelles sont leurs habitudes d'achat, leurs habitudes de consommation, quel budget ils mettent dans ce type de produits ou services. Tout ça pour essayer de déterminer une part de marché qui sera aussi déterminée au niveau de la concurrence. En fonction de votre zone de chalandise, vous allez devoir répertorier les concurrents qu'il y a aux alentours et déterminer votre part de marché. Part de marché qui servira justement d'hypothèse de départ pour calculer votre chiffre d'affaires qui se situe dans la partie quantitative de votre dossier. Ça va? Point ensuite, au niveau de la localisation en placement commercial, tout ça dépendra aussi si c'est le client qui doit aller directement chez vous ou entre guillemets, si c'est vous qui allez directement chez le client. Je vais prendre un exemple. Vous êtes, ici, ce n'est pas forcément le cas, mais vous êtes consultant pour certaines matières. Généralement, en tant que consultant, c'est rare quand il a un beau bureau pignon sur rue avec 10 places de parking, puisque le consultant, généralement, travaille directement chez son client. Par contre, à l'inverse, si c'est le client qui doit venir jusque chez vous, là, fatalement, la localisation, l'emplacement commercial aura un très grand impact par rapport à ça. Et en fait, tous les éléments qu'on vient de citer, j'étais rapide, mais c'est parce que c'était juste pour resituer un petit peu les éléments importants à analyser pour justement pouvoir passer à la partie chiffrée, vont vous permettre de définir votre stratégie commerciale. Quels produits vous allez mettre en place, quel prix vous allez appliquer, votre localisation également et surtout la communication. Si vous savez qui sont vos clients, vous savez comment communiquer et par quel canal de communication passer en priorité. Il faut savoir que la communication, parfois ça coûte cher et surtout ça prend du temps. Si vous savez optimiser ce point-là, faites-le directement, vous y gagnerez dès le départ aussi. Ça va? Alors tous les éléments, comme je le disais ici, de la partie rédactionnelle vont vous servir pour compléter votre partie chiffrée. Alors la partie chiffrée, on y vient. Alors, la partie chiffrée, elle sert à quoi? Dans un premier temps, elle sert à estimer le montant dont vous avez besoin pour lancer votre activité. Donc ça, c'est une première partie. Secondo, c'est de savoir, OK, moi j'ai besoin de tout ça, mais comment je vais le financer? Donc ça, on en discutera également après. Et ensuite, ça sert justement à mettre en musique tous les éléments, toutes les hypothèses de départ que vous avez réussi à obtenir par rapport à l'analyse de votre marché, de votre environnement, pour justement estimer votre chiffre d'affaires et les charges inhérentes à votre activité en fonction, si vous devez louer un bureau, si vous achetez un bâtiment, etc. Donc ça, c'est en fonction de votre optique de développement que vous avez mise sur la table dès le départ. Ça va? Alors, dans un plan financier, vous avez 3 tableaux qui sont super importants. Le premier tableau, c'est le tableau de financement et d'affectation. Donc, en gros, ça reprend l'ensemble des besoins et des ressources nécessaires au démarrage de votre activité. Ensuite, le deuxième tableau important, c'est ce qu'on appelle le compte de résultats prévisionnels. Donc, en gros, ça reprend les rentrées annuelles, les sorties annuelles, les produits et les charges éventuellement d'exploitation un peu plus, je dirais, exceptionnelles, et pour voir, est-ce que ça tient la route financièrement parlant ou pas. Troisième tableau super important, c'est le tableau de trésorerie. Ça, en gros, c'est quoi? C'est votre compte de résultats prévisionnels, mais mis mois par mois, donc qui reprend mois par mois vos encaissements, vos décaissements, mais qui tient compte également des rentrées et des sorties d'argent, au niveau de la TVA, donc qui tiendra compte en tout cas ce que vous devez éventuellement récupérer de la TVA
au bout du premier trimestre si vous avez fait pas mal d'investissements, ou s'il n'y a pas énormément d'investissements, la TVA que vous allez devoir de toute façon rembourser à l'État si vous faites beaucoup plus de rentrées que de sorties. Ça va, ce qui est le but, hein, puisque si c'est l'inverse, c'est que vous risquez d'être dans un pétrin d'ici peu de temps. Ça va? Alors, donc premier tableau, tableau de financement et d'affectation. Donc la première chose que vous allez devoir faire concernant votre projet, c'est de déjà faire le détail de tout ce que vous avez besoin pour démarrer. Alors, premier point, ce sont les frais de constitution. En fonction du type de structure juridique que vous allez choisir, il y aura des frais de constitution plus ou moins élevés. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes en société en non commandite, en non collectif, pardon, ou société en commandite, les frais d'inscription de constitution que vous allez payer, c'est les frais de publication de votre acte sous seing privé au tribunal de commerce et les frais d'inscription à la banque Carrefour auprès d'un guichet d'entreprise. Par contre, si vous passez sur une SRL, une société anonyme ou une société coopérative, vous pouvez d'entrée de jeu compter entre 1 500 et 2 000 euros de frais de constitution. Alors, entre 1 500 et 2 000 euros de frais de constitution, pourquoi? Parce que pour une SA, une SRL ou une société coopérative, vous êtes dans l'obligation de passer chez le notaire pour rédiger vos statuts. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour la création de ces sociétés-là, vous êtes dans l'obligation d'avoir un plan financier. Plan financier qui peut être fait par vos soins, entre guillemets, mais qui est en tout cas préférable de faire valider par un expert des chiffres. Ça va? Donc ça, c'est au niveau des frais de constitution. Donc déjà là, vous allez déjà voir si vous êtes plus haut ou plus bas en fonction si vous avez choisi l'une ou l'autre forme. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle les immobilisations immatérielles. Alors là, qu'est-ce qu'on reprend dedans? J'ai fait une petite liste par rapport au projet que vous aviez, que monsieur m'avait listé. Je vois qu'il y a plusieurs applications. En frais d'immobilisation immatérielle, ça va être les frais de création de cette application. Donc ça, obligatoirement, essayez d'avoir des devis pour estimer au mieux le coût que ça engendrerait de créer cette application. Pareil aussi si vous souhaitez déposer une marque, un brevet, un logo. Toutes ces choses-là sont à prendre en considération également. Alors, concernant tout ce qui est marque, nom, etc., juste si vous souhaitez peut-être aller voir, ça c'est un petit aparté, si vous souhaitez déjà voir si ça existe déjà, en tout cas si le nom est déjà protégé, vous pouvez aller voir sur le site de l'Office du Benelux de propriété intellectuelle, ça c'est pour le Benelux, ou si vous souhaitez voir si c'est, entre guillemets, enregistré dans d'autres pays, à ce moment-là, vous pouvez aller sur le site tmview.org, où là, vous pouvez faire une recherche par marque et vous pouvez voir quels sont les noms qui ont déjà été pris, en tout cas réservés à ce niveau-là. Ça va? Pour d'autres projets, c'est tout ce qu'il y aura aussi en frais de recherche et développement. Voilà, c'est tout ce qui est prototypage, tout ce qui est essai pour justement vérifier la bonne tenue du produit. Je pense par exemple aux couverts mangeables. Voilà, il faut aussi qu'ils aient une certaine tenue, il faut aussi que ça enfin voilà, que les couverts ne se désagrègent pas après 3 coups de fourchette, ça serait un peu dommage. Donc, ceci nécessitera en tout cas des essais, des prototypages, et donc ça se trouve dans les immobilisations immatérielles. Ça va? Troisième point, ce sont les immobilisations financières. Alors, qu'est-ce qu'on viendra mettre là-dedans? C'est par exemple tout ce qui est caution. J'ai vu qu'il y avait un ou deux commerces. Vous allez devoir peut-être louer. Si vous louez, faites attention qu'il y aura des garanties locatives. Donc, ce sont aussi de l'argent. C'est de l'argent aussi à prendre en considération. Même si en étant je vais dire, au niveau des cautions bancaires, des cautions locatives, il y a la possibilité d'avoir du cautionnement bancaire, mais c'est à préfinancer. Donc, il faut absolument que vous le stipuliez dans votre tableau de financement et d'affectation. Ça va? Au niveau des immobilisations matérielles, qu'est-ce que ça reprend? En gros, ça reprend tout le matériel. Est-ce que vous devez acheter un bâtiment? Est-ce que si vous louez, vous avez peut-être, voilà, le propriétaire vous a peut-être dit, c'est vous qui faites les travaux, mais je vous mets peut-être 3-4 mois de loyer en moins. Ça peut être tout ce qui est achat du matériel professionnel.
Si je prends un salon de coiffure, bah, ça va des bacs de shampoing aux étagères pour les produits, à vos sièges, à vos ciseaux, à vos sèche-cheveux, à votre rasoir, à votre comptoir, à votre enseigne. En gros, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir démarrer votre activité. Ça va? Ensuite, au niveau du point 5, c'est le stock. Alors, en fonction de votre activité, vous allez en avoir peu, beaucoup ou pas du tout. Ça dépendra un petit peu si c'est plus des prestations de services. C'est clair qu'on n'aura pas de stock. Après, voilà, si c'est un commerce de détail ou en tout cas un commerce alimentaire, vous allez travailler peut-être plus en flux tendu, donc avec des achats réguliers pour justement éviter tout ce qui est perte, etc., etc. Sixième point et septième point, donc je parle des deux en même temps parce qu'en fait, on fait une scission pour que vous puissiez comprendre que la trésorerie, c'est le cash qu'il y a sur votre compte au départ pour pouvoir assurer les premières charges qui vont tomber. Et le point 7 au niveau des frais de lancement, pour tout ce qui concerne la communication. Donc, quand on se lance en entreprise, la communication n'est pas non plus à laisser de côté. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre seuil de rentabilité le plus rapidement possible. Donc, autant faire les choses bien et correctement en budgétisant directement d'entrée de jeu ce que vous avez besoin pour lancer la communication de votre activité. Ça va? Même si, pardon, on met, donc je disais, on sépare le point 7 du point 6, mais en soi, ça fait partie de la trésorerie générale, mais il faut quand même prévoir un poste à part pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire au niveau de la communication. Ça va? Alors, ça, c'était le détail de tout ce que vous avez besoin pour démarrer votre entreprise. À savoir que ce total doit toujours être compris avec la TVA. Pourquoi? Parce que la TVA, vous devez la préfinancer. Même si vous la récupérez tous les trimestres dans votre déclaration TVA, elle doit quand même être payée. Et donc, elle doit quand même être prévue au niveau de votre montant total d'investissement. Ça va? Alors, deuxième point, donc deuxième colonne, là, bah voilà, vous avez un certain montant. Imaginons 50 000 du côté gauche de votre tableau, bah, il doit y avoir 50 000 du côté droit de votre tableau. Ça, c'est la base en compta. Actif égale passif. Et donc, à vous de voir, de répartir un petit peu en fonction de ce que vous avez besoin. Alors, premier point au niveau du financement, c'est ce qu'on appelle l'apport propre. Alors, l'apport propre, pour pouvoir, entre guillemets, avoir le plus de chances possible quand il y a une demande de financement, on tourne autour des 20 à 25% d'apport propre par rapport au montant total dont vous avez besoin. Ça va? Après, donc le solde peut être financé via des emprunts long terme, des emprunts court terme ou encore d'autres crédits alternatifs, mais ça, j'en parlerai en fin de présentation. À savoir que, bah, fatalement, l'emprunt long terme, ça dit bien ce que ça dit, c'est pour emprunter sur du long terme, donc c'est des choses matérielles qui durent dans le temps, des travaux, du matériel, du mobilier, etc. Par contre, les emprunts court terme, c'est plus tout ce qui est stock et trésorerie, chose que la banque, généralement, n'aime pas trop financer, ou en tout cas, quand elle finance à un taux d'intérêt plus important que pour les emprunts long terme. Ça va? Alors, petit aparté au niveau des apports propres, même si un porteur de projet a la totalité des fonds en apport propre pour démarrer son activité, on ne va jamais lui conseiller de tout mettre dans le projet. S'il y a des choses qui sont finançables via des crédits bancaires ou éventuellement d'autres biais, ça j'en parlerai encore une fois en fin de présentation, faites-le. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi d'avoir encore un peu d'économie sur le côté pour pouvoir faire face à certains coups durs. Parce que généralement, quand on se lance, et c'est pas, je veux dire, c'est un retour de terrain qu'on a. Hein. C'est souvent quand ça se passe comme ça, il y a toujours une voiture qui pète, une chaudière qui lâche. Et quand on a injecté tous ces fonds propres, ça devient un peu plus compliqué d'assurer certaines charges exceptionnelles au niveau du ménage quand on a déjà injecté pas mal d'économies dans le projet. Quoi. Ça va? Donc, au niveau du ratio apport propre, si vous savez avoir 20 à 25% de moyenne par rapport au montant total, c'est déjà très bien. Après, s'il y a des choses qui sont finançables au niveau crédit pour éviter que vous ne devez en tout cas tout mettre en apport propre, faites-le quand même. Ça va? Alors, donc ça, c'était au niveau du tableau de financement et d'affectation. Donc, ne surtout pas oublier que ce tableau doit être TVA comprise. Ça va? Alors,
Le tableau suivant, c'est le compte de résultats prévisionnel. Alors, le compte de résultats prévisionnel, on va passer par 3 sous-points, on va dire ça comme ça, avant de passer au tableau qui vous permettront d'y voir plus clair. Première chose, c'est de l'estimation de votre chiffre d'affaires. Alors, à savoir que le chiffre d'affaires doit pouvoir permettre de couvrir les charges, de rembourser les crédits éventuellement si vous en avez fait au niveau professionnel et parfois privé, ça arrive, et d'assurer un minimum de revenus pour pouvoir vivre de cette activité. Ça, c'est dans l'idéal. Après, pour pouvoir estimer votre chiffre d'affaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments dont on a parlé dans la partie rédactionnelle de votre business plan est super important. Pourquoi? Parce que ça va permettre de trouver les différentes sources, les données statistiques. Si vous allez sur Wallstat, vous allez pouvoir déjà trouver certaines infos concernant le nombre d'habitants, la densité de population, le revenu moyen par habitant. Si vous allez sur le site du gouvernement, vous avez la possibilité de télécharger aussi tout ce qui est une petite étude concernant le budget du ménage. Tiens, un ménage wallon ou un ménage belge, en fonction aussi de votre segmentation client, quelles sont les dépenses moyennes dans ce domaine. Ça aussi, vous savez aller rechercher certaines infos. Certaines infos peuvent aussi vous être données par les fournisseurs. Quand vous contactez les fournisseurs, certains pourront déjà vous dire, OK, moi je vends plus ou moins autant de produits ou de services. Ça, vous pouvez aussi, ça vous permet en tout cas aussi d'avoir une idée du marché, du potentiel de marché aussi. Le nombre de jours d'ouverture, voilà, ça il faut tenir compte de tout ça, de tous les éléments dont que vous avez analysés dans votre rapport rédactionnel, et tenir compte aussi de la saisonnalité éventuellement de votre secteur d'activité. Je vais prendre un exemple bateau. Vous souhaitez ouvrir une sandwicherie à proximité d'une école. C'est bien, oui. Ça veut dire que, a priori, je vais dire 80% de vos clientèles seront des étudiants. Mais n'oubliez pas que fin juin, juillet, août, fin décembre, janvier, les étudiants sont en vacances ou sont en blocus. Et donc, c'est-à-dire que durant ces mois-là, vous n'allez pas avoir votre revenu optimum, mais votre loyer devra toujours être payé, vos charges énergétiques devront toujours être payées également, les assurances, etc., ou éventuellement l'engagement de personnel, ça ne s'arrête pas parce que les rentrées s'arrêtent. Il y a des choses qui continuent à courir, et donc prévoir dans votre compte de résultats prévisionnels cette saisonnalité permet justement de se dire, OK, les premiers mois, ça cartonne bien, mais je vais devoir mettre de côté pour justement assurer les mois un peu plus creux. Donc, tenez compte de tous les éléments que vous avez analysés dans votre rédactionnel pour estimer votre chiffre d'affaires. Ça, c'est super important. Ça va? Ensuite, le deuxième point aussi super important, c'est vos achats. S'il y a des achats à faire, c'est de déterminer quel est votre coefficient de marge. Et donc ça passe aussi par l'analyse de vos fournisseurs. Je vous disais tout à l'heure que les fournisseurs avaient un impact au niveau de la gestion de votre stock, de votre trésorerie et de votre organisation, mais elle a aussi un impact sur votre rentabilité. Je vais prendre un exemple. Une fois, il y a un client qui s'est présenté pour un rachat de sandwicherie, et quand on analyse les chiffres, lui, elle fait un chiffre d'affaires d'enfer, mais quand on voit ses achats, en gros, elle va faire ses courses assez régulièrement au Lidl ou Aldi ou Delhaize. Conclusion, sa marge de vente, elle était trop petite pour pouvoir dégager un revenu suffisant pour maintenir son salaire, entre guillemets, mensuel, et continuer à vivre de son activité. Donc, quand ce sont des activités qui nécessitent pas mal d'achats pour pouvoir produire le service ou le produit, la première chose sur laquelle vous avez la main mise, c'est au niveau des achats. Donc, il faut être super rigoureux à ce niveau-là. Je vais prendre l'Horeca. Voilà, c'est pas pour rien que quand on suit des porteurs de projets, on leur demande de travailler sur leur carte et de travailler sur leur prix de revient, leur prix de vente, pour justement voir s'il n'y a pas quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, au niveau de la recherche des fournisseurs, changer peut-être de fournisseur parce que les conditions en fin de compte ne sont pas forcément bonnes. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut absolument analyser aussi. Ça va? Et le troisième point, c'est l'estimation de vos charges. Alors, au niveau des charges, deux grandes charges possibles, enfin deux grandes catégories. C'est ce qu'on appelle les charges variables, qui elles vont varier en fonction de votre volume d'activité.
Donc, c'est par exemple le stock. Ça peut être aussi, par exemple, chez le coiffeur, c'est tout ce qui est la consommation d'eau, hein, fatalement. Plus il va faire de prestations, plus la facture d'eau va être élevée. À contrario, j'ai fait un dossier il n'y a pas si longtemps que ça pour tout ce qui était transport de marchandises. Au plus il y a de kilométrage effectué sur autoroute, au plus la taxe kilométrique sera importante. Donc ça, c'est des choses qui varient en fonction aussi de votre volume d'activité. Donc ça, ce sont les charges variables. Et puis après, vous avez les charges semi-variables ou fixes. Et là, elles doivent être supportées quel que soit le chiffre d'affaires qui est atteint. Donc ça peut être votre loyer, ça peut être vos assurances, votre comptable, les frais de personnel. Voilà, une fois que vous engagez du personnel, je veux dire que l'activité soit rentable ou pas, le salarié a droit à son salaire en fin de mois. Et donc ça, c'est des choses auxquelles vous devez faire attention et prévisionner pour justement voir un petit peu où est-ce que ça pourrait poser problème et là où ça pose problème, de pouvoir anticiper, ne serait-ce que enclencher une ou l'autre aide au niveau de l'engagement de personnel ou si au niveau de la charge de loyer est trop importante par rapport je vais dire au chiffre d'affaires, au volume d'activité. Je vais vous donner un exemple. Une fois, on a accompagné, quand j'étais sur Bruxelles, j'ai accompagné un porteur de projet dans tout ce qui était Horeca et à contrario, ici en Wallonie, ça existe pas partout, mais sur Bruxelles, il y a beaucoup de cuisine partagée. Et donc, on est parti sur le modèle de cuisine partagée pour la fabrication de ces plats, qui lui permet justement d'avoir une main, je veux dire une main mise sur la partie loyer qui permet de diminuer cette charge-là. Et puis ensuite, de voir un peu avec l'évolution, quand est-ce qu'il serait possible de, à ce moment-là, louer quelque chose à son nom propre et de pouvoir développer les activités. Donc tout ça est à prendre en considération par rapport aussi à vos choix de départ. Et puis, certains choix de départ peuvent, quand on avance au niveau des chiffres, changer parce qu'on voit que c'est pas faisable tel qu'on l'a entendu, tel qu'on le pensait dès le départ. Donc, c'est pas une tare non plus. Le but du dossier, c'est justement de mettre en avant ces difficultés pour que vous puissiez vous retomber sur vos pattes le plus vite possible et prendre les meilleures décisions pardon, à chaque instant. Ça va? Alors, donc ça, c'était les différents points. Voici à quoi ça ressemble quand on parle de compte de résultats prévisionnels. Donc ici, à bien attention aussi, c'est que ce compte de résultats prévisionnels est à prendre hors TVA cette fois-ci, contrairement au tableau d'affectation de financement. Pourquoi le compte de résultat prévisionnel est à prendre hors TVA? Parce que tous les trimestres, vous allez avoir une déclaration TVA qui, elle, va reprendre cette partie de TVA que vous avez achetée sur vos achats, enfin payé sur vos achats ou éventuellement payé sur vos autres factures d'électricité, d'eau, enfin voilà, de comptable, de vos charges professionnelles. On va faire le décompte de cette compta-là. Et après, on va faire le décompte de toute la TVA que vous avez reçue de vos clients. Et fatalement, si vous avez plus de TVA reçue de vos clients que de TVA que vous avez acheté sur vos achats, vous aurez un solde positif. Donc, ça veut dire que vous allez devoir payer la différence à l'État, rembourser l'État de la TVA que vous avez que vous avez perçu par rapport aux rentrées financières, moins celles que vous avez payées sur vos achats. Ça va? Alors, pour reprendre un petit peu le compte de résultats prévisionnels, chose sur laquelle il faut faire attention, pardon, c'est par rapport au statut que vous allez choisir quand vous allez démarrer votre activité. Il y a quelques petits points de différenciation par rapport à la personne physique et à la personne morale. Alors, je vais commencer par la personne physique. Donc voilà, ça, vous avez votre chiffre d'affaires hors TVA. On vient retirer vos achats de marchandises ou matières premières. Une fois que vous avez retiré ça, vous avez votre bénéfice brut d'exploitation, auquel on viendra retirer tout ce qui est services et biens divers, cotisations sociales, frais de personnel, amortissement, autres charges d'exploitation. Ça, c'est en gros. Après, dans services et biens divers, ça reprend quoi? Ça reprend tout ce qui est loyer, charges énergétiques, entretien éventuellement. Si vous êtes en copropriété du bien, il y a peut-être des frais d'entretien pour la partie commune. Tout ce qui est précompte immobilier également. Si vous louez un immeuble, demandez bien aussi s'il y a un précompte immobilier à prévoir. Est-ce que c'est mensuel ou est-ce que c'est annuel? Parce que ça aussi, ça peut faire un 13e loyer à payer, donc il faut aussi l'anticiper. Ça peut être le comptable, ce sont vos assurances, ce sont vos frais de bureau, vos frais de téléphone, vos frais de voiture,
Enfin voilà, tout ce qui touche à votre activité professionnelle. Ça va? Une fois que vous avez retiré tout ça, vous avez ce qu'on appelle bénéfice d'exploitation, auquel on vient retirer tout ce qui est charge financière. Alors, charge financière, c'est quoi? C'est les intérêts que vous payez si vous avez en tout cas fait un crédit professionnel. Donc, ce sont les charges d'intérêt que vous pouvez déduire et qui viennent diminuer votre base imposable. Ça va? Petit aparté, quand vous faites un crédit, vous avez toujours donc une partie de capital, une partie intérêt. Il faut savoir qu'il n'y a que la partie intérêt qui est déductible. La partie du capital, elle, vient en bout de course. Donc, c'est-à-dire que au niveau du bénéfice de l'exercice, pour savoir ce que vous avez vraiment en poche, il faut retirer ce que vous devez rembourser en partie capital à la banque ou éventuellement à d'autres investisseurs. Ça va? Donc, si je reprends, vous avez votre bénéfice d'exploitation, moins vos charges financières, donc vos intérêts. Vous obtenez votre bénéfice courant avant impôt. Et ce bénéfice, courant avant impôt, quand vous êtes en personne physique, est taxé à l'impôt des personnes physiques. Donc, c'est-à-dire entre 25 et 50% en fonction des tranches de taxation progressive. Et puis voilà, une fois que l'impôt est déduit, vous avez votre bénéfice net de l'exercice. Donc en gros, le bénéfice net de l'exercice, ça reprend votre salaire net, mais la partie du capital que vous devez rembourser à la banque ou éventuellement à un autre prêteur dans le cadre d'un prêt. Ça va? Je ne sais pas, à mon avis, vu les projets, je pense ils sont tous vous serez tous en société, je pense, mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais donc, quand vous êtes en personne physique, en fait, ce qui distingue une personne physique d'une société, c'est le fait qu'il n'y a pas de distinction entre bien privé et bien professionnel. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous installez en personne physique, le salaire que vous dégagez, vous, de votre activité, donc que vous versez mensuellement parlant sur votre compte privé, mais aussi ce qui reste en bout d'année sur votre compte professionnel, ne fait qu'un. Donc, c'est-à-dire que tout ça est globalisé, additionné, et ça rentre dans le chemin de taxation à l'IPP, donc taxation entre 25 et 50%. Ça va. Ce bénéfice courant avant impôt sert aussi au calcul de base de vos cotisations sociales. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Alors, au niveau des cotisations sociales, tout dépend si vous êtes à titre principal, à titre complémentaire. Donc ça, il faut déjà en tenir compte aussi dans votre plan financier. Si vous êtes à plusieurs, qui sera à titre principal, qui sera complémentaire, parce qu'en fonction de ce statut-là, et ça c'est aussi bien en personne physique qu'en société, ça implique des cotisations différentes. Donc en gros, quand vous êtes à titre principal, ça veut dire que vous n'avez pas d'autres revenus sur le côté. Et donc vous partez avec un minimum de 748 € par trimestre de cotisation pour un revenu annuel avant impôt de 14 000 €. Donc 14 000 € quand vous êtes en personne physique, ça correspond à la ligne bénéfice courant avant impôt. Par contre, quand vous êtes en société, le revenu annuel forfaitaire de 14 000 €, donc ce qui sert de base quand vous êtes indépendant à titre principal, ça correspond à la ligne rémunération de gérant. Donc en gros, c'est le brut que la société va vous verser. Ça va? Donc pour un 14 000 € annuel, à voir si vous êtes en personne physique ou en société, mais c'est toujours 748 € par trimestre au minimum. Après, si les revenus sont plus hauts que 14 000 €, vous allez devoir aussi cotiser plus. Donc ça, si vous souhaitez voir un petit peu le montant des cotisations sociales que vous allez devoir anticiper dans votre plan financier, vous pouvez taper calcul cotisation sociale UCM et vous retombez sur le lien. Je vous le remettrai après dans le chat. Vous retombez sur un lien qui vous permet de calculer vos cotisations sociales en fonction que vous soyez en complémentaire, en principal, par rapport au revenu annuel avant impôt que vous avez estimé par rapport soit à votre personne physique, soit au salaire que la société va vous verser, quoi. Ça va? Donc, pour revenir un petit peu à la personne morale, donc ce qui diffère la personne morale de la personne physique, c'est que là, il y a une distinction entre bien privé et bien professionnel. Donc, en gros, voilà, la société a son chiffre d'affaires, elle vient retirer ses marchandises, on a un bénéfice brut d'exploitation, auquel on vient encore retirer tout ce qui est services et biens divers, cotisations sociales, frais de personnel, amortissement, autres charges d'exploitation. Mais ici, vous avez une ligne supplémentaire qui s'appelle rémunération de gérant,
qu'on ne retrouve pas en personne physique. Donc, en gros, c'est comme si vous étiez salarié de votre entreprise. Je dis bien, c'est comme si, parce que la société peut déduire le salaire qu'elle va vous verser, mais vous êtes toujours sous le statut d'indépendant, dirigeant d'entreprise, donc avec paiement de cotisations sociales. Et ces cotisations sociales que vous allez devoir payer dépendent du revenu brut que la société va vous verser. Ça va? Je ne sais pas, j'espère que j'ai perdu personne. Parce que c'est généralement cette partie qui est un peu plus chaotique. Mais donc, si vous êtes à titre principal, n'oubliez pas de partir sur 748 € par trimestre de cotisation sociale pour un revenu minimum de 14 000. Après, si vous prévoyez un revenu supérieur à 14 000, utilisez la calculette, donc le lien que je vous ai dit, pour justement calculer vos cotisations au plus juste. Alors, les cotisations sont à payer par personne dans l'entreprise. Donc, si vous êtes 5 dans l'entreprise et que vous êtes 5 à titre principal, ce sera 5 fois le calcul à faire en fonction des revenus. Soit vous versez la même chose, soit il y a peut-être des disparités. Mais voilà, généralement, si vous êtes à titre principal, tous les 5, ce sera le même montant de revenus. Après, si vous êtes à titre complémentaire, donc titre complémentaire, ça veut dire que vous avez un autre contrat de travail sur le côté. Et donc là, on part sur un minimum légal de 83 € par trimestre de cotisation sociale, mais pour un revenu de 1 500 €. Là, encore une fois, si les revenus que la société vous verse sont supérieurs à 1 500 € annuels, veillez aussi à augmenter vos cotisations sociales. Donc, allez voir sur le site que je vous ai donné pour calculer le montant des cotis à payer par rapport aux revenus que vous allez récupérer de la société. Ça va? Alors ici, je disais donc, ça c'est pour la partie privée. Donc en gros, le revenu que la société va vous verser fait partie des revenus privés. Donc vous serez imposé à l'IPP sur la rémunération de gérant que vous allez récupérer de la société. Je ne rentre pas dans le détail, avantage toute nature, etc. Mais c'est le même principe. Donc tout ce que la société vous verse comme argent ou comme avantage toute nature sert de base au calcul de l'IPP, de l'impôt personne physique. Ça va? Mais voilà, la société, elle a payé tout ce qu'elle avait à payer, elle a déduit ses intérêts, elle a un bénéfice courant avant impôt. Ce bénéfice courant avant impôt, c'est le sien. Rappelez-vous, il y a une distinction entre bien privé et bien professionnel en personne morale. Et donc, comme c'est le sien, c'est une personne morale, c'est une société, donc elle sera imposée à l'impôt des sociétés. Un impôt des sociétés qui est à 25%, qui est descendu à 25% cette année-ci. Et vous pouvez encore bénéficier du taux réduit de 20% si vous rentrez dans des conditions particulières. Ça, je ne rentre pas dans le détail. Vous verrez bien peut-être après quand on fera peut-être la suite des questions-réponses le 2 avril. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'imposition et au niveau du calcul dirigeant d'entreprise. Ça va? Alors, petit aparté aussi, si dans vos simulations, vous souhaitez justement prévoir l'engagement de personnel, ça, vous pouvez envoyer un mail à j'engage@ucm.be en leur expliquant, voilà, comme quoi vous souhaiteriez lancer une activité dans le secteur 2 et que vous souhaiteriez engager quelqu'un temps plein, mi-temps, 3/4 temps, avec la fonction suivante. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que la personne fait dans l'activité, il y a des commissions paritaires bien définies et donc il y a aussi des barèmes à respecter au niveau salarial. Ça va? Donc ça, si ça peut vous donner un coup de main pour faire vos simulations au niveau de l'engagement de personnel, n'hésitez pas. Ça va? Voilà, donc ça, c'était au niveau du compte de résultats prévisionnels. Ensuite, ici, on va passer au tableau de trésorerie. Alors, tableau de trésorerie, ça, par contre, c'est quelque chose de super important quand vous êtes dans l'action. C'est-à-dire quand vous avez démarré votre activité et que vous souhaitez voir justement, mois par mois, où est-ce que vous vous trouvez par rapport à ce qui a été prévisionné. Le but, c'est d'atteindre ce qui a été prévisionné. Si vous dépassez, tant mieux. C'est génial, super. Si vous avez été plus prudent qu'autre chose, donc on est bien parti. Si par contre, vous arrivez en zone orange, voire en zone rouge, ça vous permet de rectifier le tir au plus vite. Souvent, ce qui se passe et les personnes qui font malheureusement faillite peu de temps après leur lancement, ce sont des gens qui n'ont pas ce réflexe d'aller vérifier régulièrement leurs chiffres, qui attendent, entre guillemets, le rendez-vous du comptable après 1 an quand il s'agit de compléter la déclaration fiscale. Ça, c'est déjà trop tard.
Un bon indépendant est un indépendant qui va faire le point mois par mois sur les rentrées, les sorties, et qui va justement, en faisant ce point-là, permettre de mettre en place un plan d'action, que ce soit au niveau de la com, au niveau peut-être de la réduction de certaines charges ou de la révision peut-être de certains prix, pour justement arriver à un équilibre qui permette d'assurer la pérennité d'activité. Donc le tableau de trésorerie est quand même super important pour quand vous êtes vraiment sur le terrain, pour voir où vous en êtes et quels sont les plans d'action à mettre en œuvre pour justement atteindre les objectifs, quoi. Ça va? Et donc on voit ici, donc vous avez votre solde de début. Donc voilà, imaginons on démarre en janvier, donc ça veut dire qu'en cash sur le compte, vous aviez 10 000. Vous avez fait des encaissements donc entre le chiffre d'affaires et des subsides de 4 000, mais un décaissement total, donc au total on est à 14 000 moins 11 500, donc en solde de fin de mois, il reste 2 500. Les 2 500 de fin de mois sont les 2 500 du mois, du solde de début du mois de février. Donc après, en mois de février, on rajoute les 3 000 de chiffre d'affaires, ça fait 5 500. À cela, on retire 4 000, 5 500 moins 4 000, il reste 1 500 en solde fin de mois février, 1 500 qui devient le solde de début mars. Donc ici, on arrive à un 3 000 encore de chiffre d'affaires, plus les 1 500 qui étaient déjà au départ, on est à 4 500, moins 4 700, ben là, boum, il y a moins 200 euros. Donc ça veut dire qu'il vous manque 200 euros dans la caisse pour assurer toutes les charges de l'activité. Donc, en prenant déjà le pli de voir, en travaillant déjà sur votre tableau de trésorerie d'entrée de jeu au niveau du mois de janvier, bah, vous auriez pu prévisionner, entre guillemets, et peut-être anticiper les moins 200 en mettant en marche une communication en février, parce que là, vous voyez déjà qu'en solde fin de mois, vous êtes déjà à 1 500. Donc, cette communication qui a peut-être été mise en mars ou alors un rappel client parce que voilà, vous avez peut-être, comme vous étiez peut-être surchargé de boulot, vous avez peut-être laissé un devis ou l'autre sur le côté, bah, c'est le moment de rappeler, c'est le moment d'essayer de grappiller un peu de part de marché, de grappiller des rentrées. Et donc, ce tableau de trésorerie permet justement de pouvoir mettre en place les actions prioritaires pour atteindre ce qui a été prévisionné, quoi. Ça va? Donc ça, c'était au niveau du tableau de trésorerie. Si ça veut bien passer au suivant et c'est calé. Hop, voilà. Petit aparté ici au niveau des aides financières, parce qu'il faut savoir qu'il en existe quand même. Je vais juste les citer en vitesse. Après, vous pouvez aller voir sur chaque site séparément quels sont les documents à compléter et comment ça fonctionne. Alors, au niveau des primes, alors que ce soit en personne physique ou en société, peu importe, hein, on ne tient pas compte de ce statut-là. Vous avez tout ce qui est airbag, plan airbag. Donc, en gros, le plan airbag, c'est un subside de 12 500 euros. Alors, je dis que c'est toujours une poire pour la soif aux clients, hein. Pourquoi? Parce que au niveau de l'introduction du dossier, quand vous rentrez un dossier, il y a déjà 5 à 6 mois pour que le dossier soit analysé. Donc 5 à 6 mois avant qu'on vous dise oui ou non. Et puis seulement si c'est un oui, vous avez seulement la première tranche des 12 500 qui tombe après 4 mois. Donc vous touchez 4 200 au bout de, si on tient compte des 6 mois plus les 4 mois, au bout des 10 mois, vous touchez seulement 4 200. Donc si vous en aviez besoin dès le départ pour démarrer l'activité, vous êtes déjà un peu dans la merde pour commencer parce que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais ça peut mettre du beurre dans les épinards, comme on dit chez nous. Les conditions, c'est quoi? Vous devez être indépendant complémentaire depuis au moins 3 ans et souhaiter basculer à titre principal après les 3 ans. Ou alors, vous vous lancez à titre principal tout de suite, mais vous devez soit avoir un diplôme de l'IFA-PME, soit un diplôme supérieur, donc de type cours ou de type long en économie. Soit plus de 50 ans, ce qui n'est pas votre cas, soit un parcours d'intégration dans une SAS, donc une structure à l'autocréation d'emploi. Ça va. Donc ça, vous pouvez aller voir toutes les infos sur le site Airbag. Donc c'est sur le site du Forum. C'est Charleroi, c'est le bureau de Charleroi qui est en charge de ce projet-là. Vous avez aussi tout ce qui est prime à l'investissement. Donc ça, c'est une prime au niveau de la région wallonne qui permet d'intervenir sur certains achats, certains frais en fonction de certains secteurs d'activité. Si toutes les conditions sont remplies, ça peut vous permettre d'obtenir jusqu'à 18%
de prime par rapport à votre investissement total. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc ça aussi, vous allez vous tapez prime à l'investissement, vous allez retomber sur la notice qui n'est pas tout à fait, qui est pas très digeste à lire, mais voilà. Le point suivant, c'est ce qui est CréaShop. Donc, c'est ce qui a été mis en place au niveau des centres-villes pour redynamiser les centres-villes. Et donc, c'est une prime de 6 000 € grand maximum qui couvre maximum 60% des dépenses. Dépenses qui sont liées à l'aménagement intérieur-extérieur. Le but, c'est de faire venir les gens, d'attirer les gens dans le centre-ville. Donc là, sur le site CréaShop, vous pouvez aller voir toutes les villes participantes et toutes les rues des villes qui en tout cas rentrent dans le dispositif CréaShop. Autre aide, c'est ce qu'on appelle aussi les chèques entreprises. Donc voilà, si vous souhaitez aller plus loin au niveau de votre projet et que vous souhaitez être accompagné par une structure, un accompagnateur bien particulier, ces accompagnateurs peuvent être agréés au niveau des chèques entreprises et donc peuvent vous permettre de payer moins cher au niveau de la consultance. Après, vous, en étant étudiant entrepreneur, vous avez quand même pas mal de dispositifs gratuits qui sont mis à votre disposition sur Charleroi. Donc voilà, ça, vous avez certainement déjà eu contact avec ces personnes-là. Alors donc ça, c'était au niveau des primes. Ensuite, au niveau des prêts, plusieurs choses. Vous avez le prêt coup de pouce. Alors, le prêt coup de pouce, ça ne vient pas du secteur financier bancaire, enfin, en tout cas du système classique. Ça vient plutôt des épargnes privées. Donc, en gros, ce sont des gens que vous connaissez ou pas forcément, mais qui sont peut-être prêtes à mettre de l'argent dans votre projet parce qu'elles y croient et qui, en tout cas, auront été intéressées et acquiescent en tout cas votre analyse au niveau de votre business plan, de votre partie chiffrée et de votre partie rédactionnelle. Et donc au niveau du pré-coup de pouce, donc ça sur le site précoupdepouce.be, vous allez avoir toutes les infos aussi, sachant que vous, en tant qu'emprunteur, vous pouvez emprunter jusqu'à 250 000 € et par prêteur, 100 000 grand max. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'avantage que le prêteur a à me prêter de l'argent? Déjà, de 1, les intérêts que vous payez qui sont aux alentours de 0,08 et 1,7, je pense, si je ne me trompe pas, le prêteur les récupère et en plus de ça, le prêteur disposera d'un crédit d'impôt de 4% sur la valeur qu'il vous aura prêtée durant en tout cas les 4 premières années. Et si le crédit est sur 6 ou 8 ans, je veux dire les années après 4 ans, donc on est à 2,5% de crédit d'impôt. Pour vous donner un exemple, une simulation faite à 50 000 € à un taux de 1,7 avec un remboursement sur 4 ans. Le prêteur, donc fatalement, récupère sa mise de départ qui est de 50 000, mais entre les intérêts qu'il récupère et les crédits d'impôt qu'il récupère, à peu de choses près, il récupère 10 000 €. Donc, c'est quand même pas non négligeable. Et dans certains cas, peuvent même, au niveau du pré-coup de pouce, être considérés comme du quasi-apport propre. Donc, vous permettre de gonfler justement ce ratio de 20 à 25% qui est l'idéal à l'heure actuelle. Et donc, ça peut être considéré comme du quasi-apport propre si en tout cas le remboursement au niveau du prêt de coup de pouce se fait à terme échu et pas mensuellement parlant comme un prêt classique au niveau bancaire, quoi. Ça va? Donc ça, toutes les infos, vous pouvez les avoir sur le site précoupdepouce.be. Ensuite, au niveau des autres prêts, vous avez le groupe Sowalfin. Donc au niveau de la Sowalfin, c'est soit de la garantie, soit du cofinancement. On ne peut pas cumuler les deux. Donc au niveau de la garantie, la région wallonne pourrait garantir jusqu'à 75% de ce que la banque vous prête. C'est sur une durée maximum de 10 ans. Vous avez bien sûr un taux d'intérêt à payer pour cette garantie annuelle. Mais toutes les démarches sont à faire en banque. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une demande de financement à faire, généralement, si la banque estime que voilà, ça nécessite une garantie supplémentaire, elle fera appel au groupe de la Sowalfin pour soit de la garantie, soit du cofinancement. Ça, c'est généralement eux qui voient en fonction du montage financier qu'ils préfèrent appliquer. Donc ça, c'était la garantie. Et au niveau du cofinancement, donc il faut savoir que c'est entre 25 000 et 500 000 € par projet. D'ailleurs, je me demande si les montants n'ont pas été revus à la hausse. Il faudrait que j'aille revérifier. Et donc, sur les principes, c'est quoi? C'est que la région wallonne ne peut prêter que grand max 40%. Le solde étant réparti entre vous et la banque ou éventuellement d'autres investisseurs. À savoir aussi que l'autre condition, c'est que la région wallonne ne pourra pas prêter plus que ce que la banque vous prête. Donc, si sur un montage de 100 000, je prends un exemple, vous avez 10 000,
Si tout va bien, la banque finance 50% et la région les 40% restants. Ça, c'est dans l'idéal. Si après la banque ne décide de financer que 30% sur les 50 au départ, bah, la région wallonne ne financera pas 40%, mais 30%, parce qu'à ce moment-là, elle doit s'aligner grand max au montant que la banque décide de vous prêter. Donc, il y aura encore un trou dans votre montage financier pour obtenir l'argent qui manque, quoi. Ça va? Au niveau des taux d'intérêt, bah, au niveau de la région wallonne, on est toujours un peu moins. Tourne autour de 1,25. Et au niveau des crédits bancaires, bah, je suis sur un dossier que j'ai eu pour lequel il y a eu un accord. Ils ont eu un crédit de 40 000 à un taux de 1,75. Donc ça va encore, quoi. Donc ça aussi. Et fatalement, ça dépend aussi je vais dire, des garanties et des apports de départ, quoi. Donc ça, c'est un calcul que la banque met en place. Mais généralement, on peut compter un bon 2% en moyenne en crédit d'investissement. Ça va? Alors, autre produit, c'est ce qu'on appelle aussi produit mixte automatique. Et donc là, ça cumule à la fois de la garantie et du cofinancement, mais c'est pour un montant maximum de 75 000. Le principe, c'est quoi? C'est un tiers, deux tiers. Un tiers prêté par la région, deux tiers par la banque. Et sur ce que la banque va vous prêter, la région peut encore en garantir 75%. Donc, si je pars sur un exemple de 15 000, 5 000 via la région, 10 000 via la banque. Et sur les 10 000 que la banque va prêter, la région peut encore en garantir 7 500. Ça va? Donc, à l'heure actuelle, je peux vous dire que c'est ce qui permet encore au projet d'être financé au niveau bancaire parce que la crise du Covid n'a pas arrangé les choses, malheureusement. Donc, à l'heure actuelle, c'est un produit qui est intéressant dans le sens où la banque ne mise pas ne met pas ses œufs dans le même panier, en tout cas s'assure d'avoir quasi une garantie de 100%. Donc c'est un produit qui à l'heure actuelle fonctionne assez bien, surtout en cette période, quoi. Ça va? Donc encore une fois, pour tout ce qui est groupe Sowalfin et Socamut, ça porte un nom différent, mais c'est de la région wallonne. Toutes les démarches sont à faire en banque. Donc il faut savoir que les 6 plus grandes sont agréées. Donc vous avez Crélan, vous avez Fortis, vous avez ING, vous avez Belfius et vous avez BNP Paribas Fortis. Ça va? Alors, et le dernier, bon, voilà, ça on en parle parce que c'est aussi parfois un des chemins par lesquels les porteurs de projets passent. Mais les porteurs de projets qui passent généralement par là, c'est ceux qui ont eu des problèmes précédemment, qui ont été fichés à la banque centrale et donc malheureusement se voient fermer les portes du cheminement classique via les banques et donc passent par les microcrédits du style Crédal ou Microstart où là par contre les montants sont limités à 15 000 chez Microstart, voire 25 000 chez Crédal si votre projet intègre vraiment une notion de développement durable. Ça va? Donc ça, c'était au niveau des prêts. Après, c'est vrai que il n'y a pas un point spécifique par rapport à ça, mais à voir aussi, il y a des choses qui peuvent être mises en place au niveau du crowdfunding. Si vous arrivez justement à attirer une communauté particulière par rapport à tel type de projet, ça peut vous permettre de gagner aussi un petit peu au niveau du pourcentage d'apport propre que vous allez récolter, mais de gagner aussi en communication, puisque voilà, vous aurez en tout cas déjà bien misé au niveau de la com. Et a priori, si vous arrivez en tout cas à atteindre un certain niveau de revenu, bah, vous avez déjà des gens qui se sont consolidés au niveau de votre potentiel clientèle, quoi. Pour juste un exemple, on a accompagné des, pardon, excusez-moi, des jeunes entrepreneurs qui ont lancé leur propre marque de bière. Ils ont réussi à obtenir 10 000 € au crowdfunding. Donc, et ces 10 000 € leur ont permis de lancer leurs 2 premiers brassins. Donc, et toute la communication qui va aux alentours. Du coup, ils ont démarré déjà avec une page Facebook avec pas mal d'abonnés, déjà pas mal de premières commandes. Donc, c'était 2 en 1, quoi, hein. Ça va? Voilà, donc ça, c'était un petit tour au niveau des aides financières.